Pro. 1, 2, test. 1, 2, 1, 2. C'est peut-être la première idée. On a deux micros? Un de test. Coucou. Oui, on a mis record, on a partagé. Tu vas voir un peu de trucs avant, mais bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler Prisma, donc, qui est un ORM pour Node.js. Donc, on va faire une question ouverte. Qui utilise des ORM ici? Waouh! C'est vrai? Il y a encore qui font vraiment du plain SQL. Et qui utilise des ORM Node.js, TypeScript en fait? Ah, il y a Mathis là-bas. Ouais. Vous utilisez quoi du coup? Mathis, alors tu utilises quoi? Ok, vous êtes content de TypeORM ou pas? Ouais. Globalement, ouais, c'est ok. Ouais, ok. Bon, on va vous présenter Prisma qui est mieux. Donc, on va faire en 3 parties les généralités, donc ORM et SQL, ORM et Node.js. On va faire un focus sur Prisma, donc les fonctionnalités, ce qu'il apporte de plus. Et puis, pour aller plus loin, on fera un petit versus TypeORM. Voilà, histoire de vous convaincre jusqu'au bout. ORM et SQL. Du coup, qu'est-ce que c'est du plain SQL? Bon, du SQL, tout le monde sait ce que c'est quand même globalement, sinon c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas mal aussi un outil de définition de données, de requête de données. Ça permet d'avoir un contrôle total sur ce qu'on fait. Effectivement, faire du SQL, c'est plus simple, hein, globalement, quand on veut récupérer des données. Niveau performance, ça peut être mieux aussi, si on sait écrire du SQL. Parce que si on ne sait pas écrire du SQL, ça peut vite être un petit peu n'importe quoi. Niveau compatibilité, c'est mieux aussi puisque le SQL, c'est normé. Donc, il y a un tronc commun pour tous les langages, le langage SQL. On a quand même des différences avec les diverses bases de données, mais globalement, c'est compatible. Une petite complexité de syntaxe. Donc, effectivement, ça peut être un peu un enfer si on fait des inner joins dans tous les sens. Ça peut être très difficile à lire. On peut être soumis à des risques de vulnérabilité de sécurité avec les injections SQL. Après, si on sait faire tranquillement, non, c'est OK. Difficulté de maintenance, oui, ça peut être compliqué d'en maintenir le SQL. Moi, j'ai eu l'occasion sur plusieurs projets où des gens s'amusent à faire des triggers ou même des procédures stockées ou même des SQL avec des pivots ou des cubes pour pouvoir faire pivoter des colonnes en tableau, enfin en ligne ou des choses comme ça. C'est un peu l'enfer, vraiment, c'est à ne pas faire. Donc, c'est compliqué. Bref, un schéma subjectif, mais le plain SQL, on a le contrôle, mais on est peu productif. Juste une petite parenthèse que j'ouvre par rapport à ce schéma-là. À la base, j'étais sur une vidéo YouTube de présentation de Prisma et j'avais trouvé ce schéma. Et après, en fouinant un petit peu dans la documentation officielle de Prisma, c'est là que j'ai pu retrouver ce schéma-là, donc dans la section Pourquoi Prisma, justement. Du coup, il y a des questions conducteur, quoi. Voilà, il y a des questions à se poser par rapport à la subjectivité de schéma, du coup. Voilà. Un ORM, du coup, Object Relational Mapping, donc il nous permet de nous abstraire de la base de données. Il va être là pour mettre une petite barrière et ne pas se soucier de la base de données. Il permet d'être plus productif, puisque si on rajoute des champs, on n'a pas à se taper tous les requêtes SQL à modifier pour rajouter les champs. La sécurité est plus renforcée pour les injections SQL, il va nous aider là-dessus. On peut avoir des soucis de surcharge de performance. Effectivement, certains ORM, long time ago, faisaient des requêtes SQL dans tous les sens au lieu de faire des joins. Donc, c'est plus trop le cas, mais ça peut vite être un peu l'enfer. Une perte de contrôle puisqu'on ne sait plus écrire de SQL. Globalement, on en fait tellement moins que maintenant, faire du SQL, c'est toujours un peu la loose. Et limitation de requêtes, c'est pareil, des fois des trucs simples, genre des combinaisons de where avec des and ou des or, il faut faire des trucs un petit peu tricky pour arriver à un résultat qu'on arriverait plus facilement en SQL. Un exemple, assez simple, où on récupère un repository sur le user, on fait un find où le rôle est un tel, quoi. Bref. Paf. Si on devait situer l'ORM sur ce schéma-là, ça serait un compromis entre être productif et avoir un peu de contrôle.
Un petit tour d'horizon dans l'écosystème Node, qu'est-ce qu'il y a comme ORM? Il y en a pas mal, de toute façon les librairies, JS à chaque fois c'est pareil, hein, il y en a une qui sort tous les 2 jours. Mais il y en a quand même 3 qui sont dans le top. On a Prisma, Sequelize et TypeORM. Donc Prisma, ça va être le sujet du jour. Sequelize est sorti il y a comment? C'est vieux, il y a 12 ans, ouais. Donc c'est assez vieux, c'est un des pionniers. Il est à 27 900 stars là sur GitHub. C'est quelque chose qui est reconnu, hein, qui est utilisé sur pas mal de projets. On a TypeORM qui est arrivé il y a 6-7 ans, lui, et qui était la référence en termes de RM pour l'écosystème Node.js, avec 31 000,3 étoiles. Et on a Prisma, du coup, qui a dépassé maintenant sur GitHub, donc qui est vraiment top. Top ORM. Il va faire beaucoup plus que TypeORM parce qu'il va y avoir plus de support. On va avoir PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite. On fait même du Mongo. Donc il y a plus de choses. De toute façon, on verra un petit peu en détail. La documentation est mieux faite, c'est un peu moins populaire, mais quand même maintenant ça commence à être un petit peu la référence. Il y a d'autres RM, on va les passer vite fait parce que globalement c'est pas des gros trucs, par Mongoose qui est utilisé pour MongoDB quand même. Les autres c'est un peu moins connu. Un petit règle sur TypeORM parce que du coup nous on l'utilise sur Foncia depuis 1 an quasiment. C'est assez subjectif, hein, c'est un Rex du coup. Moi, ce que j'ai pas trop aimé sur TypeORM, c'était tout d'abord qu'il y a pas de checksum sur les migrations. Donc en gros, quand on fait une migration, il va pas effectuer un checksum sur le fichier de migration, ce qui fait qu'on peut modifier ces fichiers de migration alors que la migration a été passée. Donc dans l'historique, on va avoir des trucs un petit peu différents. C'est pas top parce que dans Flyway, par exemple, il fait des checksums, il me semble. Il y a d'autres outils ORM qui font des checksums aussi. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Par défaut, TypeORM crée des extensions, donc par exemple Postgre de façon silencieuse. Ça nous a posé un petit peu souci en prod, enfin qu'on a déployé la première fois, puisqu'on utilisait par exemple l'ID V4 pour les ID de nos modèles. Et l'extension qui gère ça sur Postgre n'est pas par défaut. Donc en local, c'est cool parce qu'il fait un create extension, donc on ne le voit pas. Mais quand on veut déployer et qu'on a un utilisateur qui peut juste lire et faire mumuse avec des tables, mais pas le schéma, ça pose problème quand on déploie, parce qu'on ne peut pas créer d'extension. Donc pour débugger un peu ça, c'était un petit peu une casse-tête. La commande TypeORM, qui a peu d'options, au final, c'est pas hyper orienté développeur. Il y a peu de choses, à part migrate, générer les entités, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est assez léger. Et la documentation est quand même peu pratique. Elle est complète, mais ouais, il y a des exemples, mais je trouve que c'est un peu fouillé. Les plus quand même, c'est que ça tient la route niveau perf. On n'a aucun problème de perf jusqu'à présent sur Foncia, alors qu'on a quand même pas mal de requêtes. On n'a pas eu de soucis de perf de RM avec des requêtes dans tous les sens. Vraiment, c'est OK. On n'a pas de blocage technique rencontré ou de workaround un peu bizarre sur des cas un peu chelous. En gros, 95% de ce qu'on utilise, est utilisé par. Le RM couvre 95% de nos cas, globalement. Il y a peut-être quelques petits trucs, on a fait du plain SQL, mais globalement, tout est couvert. Et donc, ça reste un ORM très classique, qui est assez facile d'utilisation, on monte facilement en compétences, et il y a beaucoup d'exemples sur Internet. Donc, ça reste quand même une valeur sûre. Alors, un petit focus sur Prisma. Déjà, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque vous allez rechercher Prisma dans votre navigateur Google, par exemple, il faut savoir qu'il y a 2 entités de Prisma qui existent. Donc, ils portent le même nom. Ils ont été créés à la même année. Sauf qu'il y en a un, c'est Prisma l'ORM. Et l'autre, c'est une application de retouche pour les photos. Donc, c'est totalement différent. Voilà. Ne vous laissez pas avoir. Du coup, Prisma, c'est quoi? Prisma, en fait, déjà, il a été créé en 2016 par une entreprise axée sur les développements de logiciels. Et du coup, pour les fondateurs de cette entreprise, l'objectif était simple, c'était de simplifier et d'améliorer le développement des applications en fournissant des solutions pour la gestion des bases de données. En fait, ils se sont dit que les ORM qui existent à l'heure d'aujourd'hui avaient beaucoup d'inconvénients à les utiliser. Et pourquoi pas repenser l'approche de l'ORM avec cette solution-là. Donc, ils ont décidé de créer Prisma, qui est un ORM++. Donc, il fait plus que ça. C'est carrément une boîte à outils qui arrive avec énormément de fonctionnalités. Donc, Prisma simplifie beaucoup l'accès à votre base de données. Il simplifie aussi la modélisation de vos schémas et les requêtes que vous allez faire pour interagir avec votre base de données.
Donc Prisma est type safe et il supporte énormément de bases de données. Donc notamment Postgre, MySQL, SQLite, SQL Server, Oracle, je crois MongoDB aussi, même s'il y a quelques restrictions par rapport à ça. Donc on va faire un petit point sur les fonctionnalités communes que Prisma possède par rapport aux autres ORM classiques, et juste après, voir plus en détail quelles sont les fonctionnalités innovantes que Prisma propose. Alors commençons tout de suite par les modèles query. Ça, je pense que ça doit vous parler. Ce sont juste des méthodes pour faire des requêtes et interagir avec votre base de données. Donc, je ne vais pas tous les faire, sachant que voilà, la grande majorité sont des requêtes, sont des méthodes classiques. Je vais juste prendre le find unique. Donc, le find unique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre de trouver une entrée en fonction de critères spécifiques. Donc, ces critères, elles seront définies dans votre schéma de données. Donc, lorsque vous allez créer votre entité, vous allez lui donner une primary key, donc un ID, et divers éléments. Donc, par exemple, pour un utilisateur, ce sera un pseudo, un email, etc. etc. Et du coup, en utilisant find unique, Prisma va vous auto-suggérer une entrée qui est unique. Donc, ou l'ID, ou un mail, donc, ce genre de valeur. J'ouvre aussi une petite parenthèse par rapport à l'utilisation de find unique. En fait, sur la documentation officielle de Prisma, il avait été remonté un souci par rapport à l'utilisation de GraphQL. Donc, il faut savoir que quand on fait des requêtes en utilisant GraphQL, par exemple, vous recherchez tous les postes que possède un utilisateur. Le résolveur de GraphQL, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compter ça comme étant 2 requêtes. Donc déjà, il va rechercher les utilisateurs, et pour chaque utilisateur, il va rechercher les postes. Donc c'est un problème qui avait été soulevé, et il n'y avait pas eu, jusqu'à maintenant, de solution native apportée par rapport à ça. Et du coup, ce que Prisma, lui, il fait, c'est que dans son find unique, il fait un batch, donc il regroupe automatiquement les requêtes qui ont les mêmes sélections et les mêmes paramètres. Donc au final, quand vous allez faire une requête imbriquée, avec les mêmes sélections et les mêmes paramètres, ça sera compté comme une seule requête. Donc en termes de performance, on est bon. Donc find unique or throw, qui va juste vous lancer une erreur si jamais il n'a pas trouvé le résultat. Donc après, on a des opérations de CRUD, create, update, upsert, delete. Voilà, classique. Ensuite, on a les modèles queries option. Donc ça, c'est simple. C'est quand vous allez toujours faire des requêtes, mais cette fois-ci, cibler ce que vous voulez récupérer dans vos résultats. Donc le select, assez classique, lui, il vous permet justement de sélectionner les entrées que vous voulez récupérer dans vos résultats. Si, lorsque vous filtrez, vous omettez le select, donc vous ne le mettez pas, à ce moment-là, il va récupérer tous les champs qui se trouvent dans votre entité. Donc ensuite, vous avez le include, qui lui vous permet de sélectionner, en plus de votre entité, une relation. Donc imaginons que vous avez une entité utilisateur avec une relation publication. À ce moment-là, il va récupérer toutes les publications. Vous avez un where qui vous permet de définir des conditions, order by de trier l'ordre, distinct qui nous permet de récupérer des éléments qui ne sont pas dupliqués. Et vous avez cursor. Donc cursor, c'est quoi? C'est une option qui vous permet de définir un point de départ. Donc petit exemple tout bête, imaginez que devant vous, vous avez, je sais pas, disons une pile de livres, donc un énorme pile de livres que vous voulez référencer, mais que vous n'avez pas forcément le temps de le faire au jour le jour. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un marqueur, par exemple, et mettre là où vous êtes arrêté. Comme ça, au lendemain, vous pouvez reprendre. Et du coup, cursor, il fonctionne exactement de la même façon. Il va vous permettre de définir un point de départ en fonction peut-être d'un ID, d'une date, ou toute autre entrée qui vous semble pertinent, pour définir un point de départ. Et c'est super utilisé quand vous allez devoir travailler sur des paginations, par exemple, ou en utilisant des lots. C'est un peu l'idée. Donc on est toujours sur les model queries option, sauf que là, on a une requête un petit peu plus déclarative. Donc je dirais pas complexe. Au début, ça peut peut-être sembler un peu rébutant, mais en vrai, c'est hyper clair. Donc là, on veut juste trouver plusieurs utilisateurs. On a un where, donc où l'âge est supérieur à 18. Dans le cas où l'âge n'est pas respecté, on va se rabattre sur le or. Donc on va rechercher si le nom contient John. On va trier l'ordre, on va sélectionner les champs qui nous intéressent. Et au final, on va prendre qu'une valeur dans les résultats. Donc quand on le construit,
Ça peut sembler un peu perturbant, mais au final, voilà, c'est hyper clair. Donc Prisma propose aussi les relations entre les entités. Donc ça, je pense que vous connaissez aussi, hein, les relations one-to-one, one-to-many, et cetera. Sauf que par rapport à son schéma de données, lui, ça sera utilisé dans une syntaxe bien spécifique, quoi. Les migrations automatiques dans Prisma. Alors, il y a 2 cas de migration automatique. Vous avez le cas 1, lorsque vous allez exécuter une requête. Imaginons, vous voulez ajouter, modifier ou supprimer des éléments de votre base de données. À ce moment-là, avant l'exécution de cette requête, Prisma va aller déjà faire une analyse de votre schéma de données et faire une analyse de votre base de données. Donc il va essayer de regarder si les 2 sont cohérents ou pas. Imaginons que vous avez fait des modifications manuelles et qu'il voit qu'il y a une incohérence. À ce moment-là, il va créer un nouveau fichier de migration SQL, appliquer les migrations pour que ça puisse s'aligner, et enfin, exécuter la requête que vous avez lancée au départ. Donc ça, c'est assez cool. C'est le cas 1. Le cas 2, c'est lors d'une exécution manuelle. Donc, imaginons que vous avez un projet que vous venez de commencer, donc vous venez d'initialiser. À ce moment-là, vous allez définir votre schéma de données, et votre base de données, elle est encore vierge pour l'instant. Donc, vous allez exécuter une commande pour appliquer votre schéma de données sur votre base de données. Et à ce moment-là, encore une fois, donc même si c'est une commande qui est manuelle, Prisma va aller faire encore une fois cette analyse et checker, ben voilà, votre schéma ne correspond pas à votre base de données parce que voilà, elle est vierge et tout. Et du coup, en faisant cette analyse-là, il va produire un nouveau fichier SQL et appliquer les changements. Maintenant, un petit focus sur les fonctionnalités innovantes de Prisma. Bon, en premier lieu, vous avez le Prisma Client. Donc le Prisma Client, c'est la bibliothèque qui va aller interagir avec votre base de données. Donc c'est lui en fait qui va contenir, on va dire, tous les model queries options, et qui va faire ces requêtes-là. Donc comme on l'a vu juste avant, c'est très déclaratif, et il comporte un système de batching. Donc j'avais montré un peu l'exemple par rapport à GraphQL, GraphQL, pardon. Et le batching, c'est juste de regrouper les requêtes qui ont les mêmes paramètres et les mêmes sélections pour améliorer la performance. Ensuite, on a le Prisma Schema. Donc ça, en fait, c'est la source de vérité. Votre Prisma Schema est composé de 2 parties. Le premier, c'est la liaison avec votre base de données. Donc déjà, dans le premier objet, Generator Client, vous allez lui dire que voilà, vous fonctionnez avec le client Prisma. Dans le deuxième objet, vous allez lui dire, ben voilà, moi je travaille avec PostgreSQL. Donc, vous pouvez définir PostgreSQL, MongoDB, peu importe. Vous allez lui donner l'URL de cette base de données et vous aurez aussi un shadow database. Alors ça, c'est très important. C'est pas obligatoire, mais il a beaucoup d'avantages. Concrètement, c'est quoi? Alors, de façon très imagée, c'est un genre de super-héros de l'ombre. Le shadow database, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une copie de votre base de données principale, et tout ça, en fait, dans le but de la préserver. À chaque fois que vous allez faire des modifications de votre schéma ou de votre base de données, c'est lui, en fait, qui va prendre position pour essayer de détecter les différentes erreurs que vous pourrez avoir. Et donc, du coup, de ne pas faire péter votre base de données. Donc ça, c'est la deuxième partie de votre fichier schéma en Prisma. Donc, du coup, c'est lui qui va comporter concrètement tous vos modèles, quoi. Là, en l'occurrence, on a 2 modèles, utilisateur et poste, avec une relation one-to-many. Un utilisateur peut avoir plusieurs postes, un poste peut être détenu par au maximum un utilisateur, etc. etc. Et vous avez une relation dans le modèle poste avec 2 champs, donc 2 mots-clés. Field, qui lui va prendre la clé étrangère, donc la clé étrangère user ID, et references, qui lui sera la clé primaire du modèle user. Donc c'est comme ça qu'on va définir les différentes relations dans un schéma Prisma. Donc quelques attributs, on en avait vu juste avant, @id, default, unique, donc ça, tout ça vous connaissez normalement. Je ne vais pas tous les faire, je vais juste prendre ceux qui ont le double arrobase. Donc par exemple, le double arrobase ID sert à définir une primary key composée. C'est-à-dire que dans votre modèle, vous aurez toujours une primary key, sauf que par exemple, si vous avez un utilisateur avec un nom, prénom, etc., vous pouvez prendre son nom, prendre son prénom,
et avec ça, former une primary key. Vous avez également le double arrobase unique qui vous permet de définir une liste d'entrées dans votre modèle qui doit être unique. Le double arrobase map, donc déjà le simple arrobase map, lui, permet de modifier le nom de votre entrée. Et le double arrobase map permet de modifier le nom de votre modèle. Donc ça, c'est pertinent dans le cas où, alors parfois vous allez être limité dans le nommage de vos modèles ou de votre entrée. Et du coup, lui permet d'outrepasser en fait cette contrainte-là, et vous permet de nommer vos entrées, vos modèles comme vous le voulez. Et enfin, le double arrobase ignore, qui permet de dire au Prisma Client que l'utilisateur n'a peut-être pas besoin de modifier ce modèle-là. Donc en fait, tu lui préserves de toute modification. Donc ensuite, vous avez le Prisma Migrate. Donc on en avait parlé brièvement. Mais concrètement, c'est quoi? C'est en tant qu'utilisateur, déjà ce que je fais dans mon projet Prisma, c'est que je vais construire mon schéma de données. Donc je définis mes modèles, je le lis à ma base de données, etc. Ensuite, je vais générer une migration. Donc npx Prisma Migrate dev, si je ne dis pas de bêtises. Lorsqu'il va générer la migration, ça va tout simplement aller s'appliquer à sa base de données qu'il a mis dans son schéma de données. Donc en fait, c'est hyper simple. Et Yes. Prisma Studio. Je vais reprendre un petit peu. Ouais, vas-y. Ouais, et du coup, pour le Prisma Migrate, juste un petit point. C'est du l'entity first, en fait. Et il gère aussi, on a l'impression, le database first, alors que TypeORM ne le fait pas. Donc, en fait, on peut pull le schéma de la base de données et il nous construit un point schéma. Je l'ai fait sur le projet Emeria pour tester un petit peu. C'est pas fonctionnel à 100%, ça marche pas. Il faut refaire un peu de custom, de petits tours, de tournevis partout. Mais ça a l'air de à peu près fonctionner quand même. Prisma Studio, du coup, c'est un autre outil qui est arrivé avec Prisma aussi. On fait juste un npx Prisma Studio et il nous lance une sorte d'IDE de base de données en local sur notre navigateur web qui permet en fait de naviguer dans nos données. Donc c'est très simple, il ne permet pas de faire autant de choses qu'un IDE, mais on peut au moins parcourir, filtrer et ajouter des éléments. C'est quand même plutôt pratique, ça évite d'installer des IDE si on veut juste consulter et voir et ajouter des entrées. Concernant l'installation, bien ça se fait en très peu de temps. Je l'ai mis donc il y a du Next, il y a du GraphQL, d'Apollo API, etc. En Nest, je l'ai fait en 5 minutes en top chrono. Le tuto Nest est super bien fait. En 5 minutes, j'avais configuré mon Prisma et je dialoguais avec ma base de données. Je pouvais faire un CRUD, tout ça. Enfin, ça marchait hyper bien comparé à TypeORM. Je trouve que c'est un peu plus galère globalement, notamment en termes des fichiers de migration ou des entités qu'il a du mal à détecter. Enfin, il y a beaucoup plus de config, je trouve, à faire. Là, c'est quand même très simple, très rapide. En gros, quand ça se passe, on installe Prisma de façon globale. On a un Prisma init qui permet de générer notre dossier Prisma. Dedans, on a un Prisma.schema, donc c'est dont Sonat parlait juste avant, avec la data source, les entités. On configure la connexion et on fait un generate ou un Prisma migrate Dave. Il y a plein d'outils. Donc là, j'ai juste printé le CLI. Prisma Init, donc c'est pour générer le dossier. Le Generate, c'est pour générer le client. Donc le Prisma Studio, c'est pour ouvrir le navigateur avec les données. Le Migrate Dev, c'est donc ça fait appel à la Shadow Database qui va nous protéger notre base de données locale en dev et éviter de la péter si on fait des erreurs de schéma. Le DB Pool, donc c'est pour tirer le schéma de la base de données et en faire un Prisma.schema. Le Pool, c'est l'inverse. Le validate, c'est top aussi. Quand en fait, on construit notre modèle, si on oublie des choses, on peut faire un Prisma validate. Par exemple, j'ai eu le cas, j'ai fait des posts avec des catégories. J'avais mis qu'un post pouvait avoir une catégorie. Et j'avais pas mis que les catégories avaient une lien avec les posts. Enfin bref, on fait un Prisma validate et il va corriger tout seul les liens en relation. Il va nous ajouter et nous dire, oh bah t'as oublié ça, etc. C'est top. Et le Prisma format, pareil, ça permet de formater son fichier parce que c'est un point schéma, c'est un peu en dehors de l'IDE. Il y a d'ailleurs une extension VS Code qui marche très bien, qui met la coloration syntaxique, etc. Donc il y a plein d'outils, c'est très orienté dev, je trouve, et ça nous aide beaucoup. Oups, pardon. Tac. Donc pourquoi aller vers Prisma
Il y a pas mal de comparaisons sur le site de Prisma, donc il fait une comparaison avec Sequelize, Mongoose, TypeORM, donc ils ont vraiment fait un versus, quoi, histoire de dire prenez-nous parce qu'on est, on est meilleur. On va s'attarder un petit peu sur TypeORM parce qu'on est plusieurs à l'utiliser ici. Des petites différences notables, c'est par exemple sur le find. Tout en haut, on a Prisma, donc on voit, par exemple, si on veut faire un find sur un like qu'on ferait en SQL avec le pourcentage, bah, côté TypeORM, tout en bas, on a une syntaxe qui est assez proche au final du SQL avec un like de pourcentage, alors qu'en Prisma, on reste vraiment sur du contains. C'est un peu plus agréable, je trouve, à lire que du I like pourcentage, qui reste un peu trop SQL. En niveau modélisation de données, Prisma va être beaucoup plus léger, beaucoup plus parlant. Là, c'est l'équivalent vraiment entre TypeORM et Prisma. On voit que c'est quand même vachement plus léger. TypeORM, c'est des fichiers à part, donc on a un point tidy qui va se balader dans notre SRC, alors que Prisma, c'est vraiment dans le modèle.schéma, on a tout qui est défini. Niveau typesafe aussi, ça c'est vraiment un gros plus. TypeORM ne va pas vous aider à la compilation. En gros, si par exemple ici on récupère tous les posts qui ont été publiés, on sélectionne uniquement l'ID et le titre, et ensuite, on essaye d'accéder à la propriété content du poste, sauf qu'on ne l'a pas sélectionné dans la requête avant. Donc, lorsqu'on va exécuter, bah, ça va cracher, hein, puisqu'il va dire bah non, je ne peux pas lire la propriété length là sur le content. Alors que côté Prisma, lui, s'il va vous cracher une erreur dès le début. En gros, pour la même chose, il va te dire directement à la compilation, bah non, tu ne peux pas faire ça, puisque bah, cette propriété-là, elle n'existe pas sur cet objet. Donc ça, c'est vraiment top. Donc même dans VS Code, extension, enfin, on a direct, c'est un vrai plus. Ça évite d'avoir des erreurs runtime et plutôt compilant. Et en plus encore, il y a vraiment tout un pavé. C'est énorme, notamment avec les curseurs, la pagination, tout ce système-là de skip et d'offset. C'est vraiment, vraiment bien fait et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Dans quel projet s'utilise Prisma? Je pense que ça va devenir la référence. On le voit de plus en plus sur plein d'autres projets, notamment chez Emeria, qui est la branche Foncia. Ils utilisent Foncia pour leur gros outil qui s'appelle Millennium, le concurrent à Seitra, il me semble. Nous, on a peut-être une possible migration de TypeORM vers Prisma à faire, puisque c'est un projet un point qui a été remonté pendant leur analyse, enfin leur audit sur notre API. Ouais. Vu qu'ils utilisent Prisma, ben, ils ont dit pourquoi pas utiliser Prisma, donc peut-être qu'on aura ça à faire aussi. Donc peut-être à prévoir. Et pourquoi pas, hein, parce qu'en vrai, ça a l'air fun. Bah du coup, le schéma, je te laisse continuer si tu veux. Yes. Oui. Alors du coup, par rapport au petit schéma, très subjectif encore une fois, Prisma va être au-dessus de l'ORM concernant la productivité, mais toujours un peu derrière le plain SQL concernant le taux de contrôle. Donc par rapport à ça, si vous avez l'occasion d'utiliser Prisma, ce qui serait cool, c'est de nous faire un retour pour voir si vous aussi, vous l'auriez mis à ce niveau-là, ou pas du tout. Petite conclusion. Donc, depuis le début de la présentation, on vous a fait l'éloge de Prisma. C'est un outil super efficace, super intuitif, qui va beaucoup augmenter votre productivité dans votre code, va vous permettre de vous concentrer sur la logique métier de votre code. Et très honnêtement, pour l'avoir essayé, moi et Geoffrey, on vous le recommande. Donc, si tu avais un truc à rajouter. Non, c'était plus fun. Vraiment, en tant que dev, c'est plus agréable de développer avec. Il y a plein d'outils top. L'installation est rapide, c'est plus parlant. La doc est mieux faite. Vraiment, la doc est vraiment mieux faite. Et non, je pense que ça va être le prochain ORM de référence. Voilà. Bah, merci. Est-ce que vous avez des questions? Partie question. Ma question, c'était plutôt, tu en as parlé tout à l'heure, Nat, sur quand tu vas créer une requête, donc celle qui était affichée était selon toi pas très complexe, et je suis d'accord, mais Ok. ça prenait beaucoup de place, vu que c'est des parenthèses, enfin des accolades que tu ouvres de partout. Ouais. Est-ce que ça devient pas un peu trop bordélique quand tu as des choses un petit peu plus complexes à faire? Et est-ce que si c'est le cas, tu as une parade, quelque chose qui est prévu dans l'outil? Alors, à un moment, si. Ça dépend de la taille de ta requête, mais oui, ça peut devenir assez bordélique. Tu peux décider de découper ta requête en plusieurs morceaux, ça se fait aussi. Donc, tu as une requête, tu la récupères dans une constante, tu poursuis plus loin. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres solutions. C'est commun à tous les ORM, parce qu'on a le même problème aussi avec le ORM. En gros, on a des params qui sont générés. Et on fait une fusion de params. Et effectivement, c'est
Ça évite des pages de... Ok. Bah, après, il n'y a pas de solution magique de toute manière. Mais... Non, Ouais. du SQL, après, du SQL de 200 lignes, c'est pareil, ça reste aussi... Ouais. Bah, Spring, c'est pareil, c'est juste que c'est le nom de la méthode qui va s'allonger Oui, ouais. comme pas possible au lieu d'une requête. Mais ouais. Ok, ça marche. Il n'y a pas de parade magique. On inverse. C'est une petite question sur Prisma Studio. Visiblement, tu as en parlé, tu lances ta ligne de commande et ça va t'ouvrir ta base de données locale, quoi, en gros. Est-ce que tu peux aussi faire un peu comme avec MongoDB Compass, je pense ça parce que je l'utilise, où tu peux forward du coup ta base de données qui est genre déployée chez le client ou autre pour aller voir ce que tu as dedans, ou genre une instance en dev ou j'en sais rien. Non, ce que j'ai compris en tout cas, c'était vraiment du local. C'est toi en tant que dev. C'est pas Ok. du tout fait pour aller te brancher sur une base en prod ou en recette ou en staging. C'est pas du tout. Ok. Ouais, du coup, je suppose que vu que ça utilise genre du MySQL autre derrière, tu peux pas commit cette base de données pour justement te dire, vas-y, entre dev, tu gardes un truc commun, justement pour pouvoir tester en local. Tu vois, je sais pas si ton collègue il fait une migration où il change tes schémas et tout. Ouais. En fait, ça va être parce que du coup, le Prisma va détecter le changement, il va appliquer automatiquement les migrations après derrière ou... Alors ça dépend en fait. Tu as plusieurs façons de faire. C'est-à-dire si tu fais ta modification dans ta base en direct ou alors que tu fais ton Non, mais migré. je suppose, tu vois, genre du coup, dans l'idée, c'est pas forcément commit ou autre, mais je sais pas, toi, tu fais des modifs pour une nouvelle version, je sais pas, parce que tu rajoutes un modèle, un schéma ou genre tu modifies un schéma actuel. Ouais. Quand tu vas récupérer ces schémas-là, je suppose qu'ils sont quand même commit. Ouais, absolument, ils Donc, sont quand tu commits, vas c'est les dans un récupérer- dossier, hein, donc à la racine du projet. Ouais, c'est ça. Du coup, quand tu vas les récupérer, ça va automatiquement appliquer les migrations ou tu auras quelque chose à faire quand même. Je crois qu'on n'a pas réussi, enfin, on n'a pas fait ça, mais tu as un migrate dev qui va te monter ta base et appliquer les fichiers en fait qu'il a en différence. Lui, il a en fait Ah oui. Prisma stocke une table de métadata en fait dans ta base de données, donc il va voir les schémas qu'il n'a pas exécutés et il va voir les nouveaux, donc il va du coup faire la différence et il va te monter après. Il y a toute une partie par contre sur tout ce qui est Prisma deploy parce qu'ils ont aussi une autre ligne de commande qui permet de déployer en production avec un système vachement plus compliqué. On ne s'est pas attardé dessus. Mais il y a toute une partie assez complexe sur tout ce qui est déploiement et synchronisation de bases de données, sur les environnements et sur les branches. Ouais. Entre deux branches, imaginons tu as une branche où tu veux justement migrer les données vers ton collègue. À ce moment-là, tu vas avoir un dossier pour l'historique de migration de Prisma. Donc, en fait, lui, il va juste récupérer ça. Et Prisma, derrière, il analyse par rapport à cet historique-là et il le récupère tout, en fait. Oui, monsieur. Vous n'avez pas du tout parlé de fonctionnalités comme ce que fait Hibernate avec du type lazy loading, objet manager, ce genre de truc. Est-ce que c'est complètement en scope pour ce genre d'ORM ou pas du tout? Ou est-ce qu'il le fait? Par défaut, c'est du lazy. Par défaut, c'est du lazy. Il va chercher. Mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas trop. Il y a tout ce qui est transactionnel aussi. Ouais. C'est vrai que c'est pas trop mis en valeur sur leur site, quoi. Mais on peut gérer aussi le transactionnel et puis par défaut c'est du lazy. Après tout ce qui est Eager et tout, je sais pas trop si il y a vraiment c'est encore d'actualité ou pas. Mais même pour nous, côté type ORM, on n'en parle pas vraiment. Et les blagues du style, tu as ton objet, tu le modifies, en fait ça déclenche automatiquement l'update en base et tout. Ça y est pas. Ouais. Ça reste du très simple, du safe et puis ouais. Non, il n'y a pas ce système là, je crois pas. Ouais, tout système de cache, tout ça. Ouais. Toute la complexité d'Hibernate qui est souvent dure à maîtriser, quoi. Ouais. Du coup, par rapport à, encore une fois, Prisma Studio, est-ce que tu as moyen, du coup, de générer automatiquement la requête et genre la copier pour l'utiliser? Non. Non. Non, vraiment, ça va être juste un navigateur très simple qui te permet vraiment de voir ce que tu as dans ta base et d'insérer une ligne, quoi. Mais pas plus en ta base. Ah ouais, tu peux même pas faire de recherche dedans, tu peux faire des filtres, mais c'est pas du SQL. Hein. Vraiment, c'est juste un filtre sur en haut de tes colonnes pour savoir ce que tu as comme. Non, pour ta donnée. C'est un peu comme encore un robot 3T ou des choses comme ça, mais encore robot 3T, tu peux écrire ta requête. C'est vraiment hyper léger, c'est juste pour voir vraiment rapidement. C'est ça. En fait, quand tu arrives sur ton localhost, tu vas juste voir la liste
de tes différents modèles. Et quand tu vas aller dessus, tu vas voir plusieurs entrées. Tu pourras juste rajouter un ou plusieurs entrées. C'est juste très visuel, mais c'est tout. C'est pas hyper utile quand même. Globalement, on peut pas se cacher un IDE de base de données à côté. Ils ont mis ça, c'est le seul outil qui n'est pas open source chez eux, du coup, sur Prisma. Mais je sais pas si ça va perdurer. Parce qu'en vrai, ça n'a pas une grosse plus-value. Pas se cacher, juste parcourir sa base quand on a tous des IDE. Donc, bon. Ouais. Bah, ça, moi, je prends exemple du coup de MongoDB Compass où du coup, tu peux globalement faire ta requête, la construire un peu dans le style, bah, c'est du Mongoose, je crois. Où du coup, bah, tu vois ta requête, en fait, elle a la même tronche que si tu l'avais du coup dans ton code. Donc, tu pourrais potentiellement copier-coller, ça revient même et tu l'as, quoi. Non, c'est vraiment pas du tout. Après, c'est puissance. D'ailleurs, un langage de requêtage, SQL à la main. Dessus, c'est du plain SQL. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de langage comme tout ça. Ouais. Ça reste simple, hein. Vraiment, c'est. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. D'autres questions, c'est ok? C'est OK. C'est ok. Ouais. Merci. Je revis.